Bienvenue à Pain sur la planche, le podcast qui te donne le goût de manger et d'en apprendre plus sur l'origine de ton pogo. Pain sur la planche, c'est quoi? C'est moi, Philippe Montreuil, qui te parle bouffe sur tous ses angles, avec invité ou non, et ce, sans prétention. Aujourd'hui au podcast, on va parler de bat, de bong et de munchies. Et oui, vous l'aurez deviné, on parle de cannabis en cuisine. Jean Soulard, qui fut le chef du Château Frontenac, a publié en 2018 un livre s'intitulant « Cannabis en cuisine, ce n'est pas comme du basilic ». Le chef s'est en fait intéressé à faire de la cuisine gastronomique avec du CBD, qui fait partie du cannabis, et à en apprendre davantage sur le cannabis comme aliment. Ainsi, avec la légalisation du cannabis au Canada, on pourrait se poser la question « Quel rôle joue le cannabis dans nos cuisines ?» Et c'est la question, en fait, aujourd'hui qu'on va essayer de répondre. Aujourd'hui, dans le fond, au podcast, on va s'attarder à 3 rôles que joue le cannabis dans nos cuisines. Tout d'abord, au niveau de la perception des saveurs. Deuxièmement, au niveau culinaire dans les plats. Et finalement, pour créer une nouvelle expérience gastronomique. Allez, on part ça! Un matin, j'ai pas le goût de déjeuner. Pris mon café puis je suis parti pour la journée. Fait que c'est ici que je te parle de bouffe sur toutes ces tranches. Aujourd'hui, j'ai ben du pain sa planche. Avant d'entrer en fait dans le vif du sujet, c'est le temps de faire une petite introduction. Donc, selon les archéologues, le cannabis sativa, dans le fond le cannabis récréatif, mais également médicinal, a été domestiqué et cultivé depuis plus de 6000 ans et serait originaire d'Asie centrale. On l'utilisait dans le fond autrefois dans des rites funéraires et son utilisation médicinale et narcotique daterait de 2700 ans avant Jésus-Christ. Et au Québec, c'est en fait Louis Hébert, le fameux apothicaire français, mais également le premier colon de Nouvelle-France qui aurait introduit la culture du cannabis au Canada en 1606. Faut croire qu'il vous laisse détendre après ces grosses journées d'ouvrage à coloniser le Québec. Le premier rôle que le cannabis joue dans nos cuisines, c'est tout d'abord d'augmenter les perceptions, c'est-à-dire physiologiques et biologiques. Par perception ici, je parle de perception sensorielle. Donc, la première, en fait, augmentation de perception qu'on peut avoir, c'est avec l'utilisation du cannabis, c'est tout d'abord que les couleurs vont être plus éclatantes. En effet, un morceau de viande nous serait plus alléchant car la couleur viendrait plus nous stimuler et ainsi on serait plus tenté de le manger. Qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'en fait, les composants du cannabis, soit le THC, vont venir interagir dans notre cerveau avec notre acuité visuelle afin de mieux d'augmenter en fait notre acuité visuelle et ainsi qu'on puisse voir mieux les couleurs. Parce qu'en effet, on peut aussi sentir avec les yeux. Ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est vrai. Quand le regard se pose en fait sur une image agréable, que ce soit un morceau de pizza ou plus spécifiquement, par exemple, une bonne poutine, le nez va apprécier davantage l'odeur de l'aliment. Mais imaginez quand ces deux sens-là sont décuplés avec les THC, c'est-à-dire que notre acuité visuelle est vraiment augmentée et en plus on sent mieux, t'as encore plus le goût de la manger ta pizza, tu sais. Également, un autre sens, en fait, qui va être décuplé avec le cannabis, ça va être le goût, mais en lien aussi avec l'odeur. Donc, tout d'abord, le THC viendrait travailler dans les récepteurs du bulbe olfactif de notre cerveau. Ça veut dire qu'il y a le THC qui vient rentrer un peu dans notre cerveau, qui vient jouer en fait dans les cellules de notre les cellules qui viennent gérer en fait notre odorat. Ainsi, ce que ça va faire, ça va venir décupler notre capacité à sentir les arômes des aliments. De plus, étant donné que, comme j'ai dit, l'odorat et le goût sont souvent étroitement liés, cela nous permet probablement de mieux goûter les saveurs, c'est-à-dire qu'en bouche, on va avoir plus une rétro-olfaction des saveurs qu'on va vouloir goûter. Donc, en effet, le cannabis renforce aussi la réactivité gustative et l'attrait pour les nourritures parce que justement, on sent mieux, on goûte plus fort, donc on a encore plus le goût d'en manger plus. Donc, selon le neuroscientifique Nicolas Di Patrizio de l'Université de Californie à Riverside, le THC dans le cannabis se lie et active les récepteurs des cannabinoïdes dans les cellules de tout le corps. Dans le fond, les cannabinoïdes, c'est des cellules que notre cerveau produit naturellement. Dans le fond, c'est des éléments que le cerveau produit naturellement. Mais en prenant du THC,
ça va venir augmenter, dans le fond, le taux de cannabinoïdes à l'intérieur de notre corps. Donc, en fait, ces récepteurs de cannabinoïdes, ils sont dans tout le corps, mais y compris le cerveau, la langue et les intestins. Lorsque les récepteurs de notre langue et de nos intestins sont activés, il y a un message qui est envoyé au cerveau qui provoque des fringales et qui multiplie la saveur qu'on a dans notre bouche. Donc, c'est-à-dire que quand on a beaucoup de cannabinoïdes avec le THC, c'est-à-dire qu'on va goûter encore plus, ça va multiplier les saveurs qu'on a en bouche, mais encore une fois, on va vouloir manger encore plus. Donc, dernière perception que le THC, donc le cannabis en stimule dans notre corps, c'est l'augmentation de l'appétit, les fameux munchies. Alors là, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous avez les munchies ou si vous voulez juste savoir c'est quoi ce phénomène-là de munchies, alors je vais essayer de vous l'expliquer avec la science. Donc, il y a une stimulation de l'appétit qui a été découvert, dans le fond, ils ont fait des études aux États-Unis sur les patients, en fait, en chimiothérapie. Qu'est-ce que la chimiothérapie? Un des effets que ça peut faire, c'est que, dans le fond, il y a une perte d'appétit. En prescrivant, en fait, du cannabis médicinal aux patients, ils ont réalisé qu'en fait, ça stimulait leur appétit, donc il y avait plus le goût de manger après d'en avoir pris, donc ils reprenaient ce goût-là, cet appétit-là de manger. Mais cette augmentation de l'appétit-là est due à 3 choses. Donc, le weed ou le pot vient renforcer nos sens, comme je l'ai expliqué un petit peu plus haut, ce qui nous donne plus le goût de manger que d'habitude. Ensuite, le pot agit également sur des récepteurs dans une région du cerveau appelée le noyau accumbens. Donc, dans le fond, ce noyau-là, ça va venir augmenter la libération du neurotransmetteur de dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est en fait la sensation de plaisir. C'est le jus dans notre cerveau qui fait qu'on est heureux et qu'on a du plaisir. Et puis, justement, ce plaisir-là, souvent, il résulte de la consommation d'aliments. Donc, dans le fond, ça va venir stimuler ça, ce qui va vouloir qu'on va avoir un plus gros appétit, qu'on va vouloir avoir plus de plaisir à manger les aliments. Finalement, le THC dans le cannabis va venir interagir avec des récepteurs dans notre hypothalamus du cerveau, ce qui va conduire en fait à la libération de l'hormone dit la ghréline. La ghréline, c'est quoi? En fait, c'est l'hormone dans notre cerveau qui va venir stimuler la faim et contrôler notre satiété. Donc, on ne sait plus quand on a faim, on ne sait pas quand s'arrêter parce que notre cerveau, il nous dit seulement de manger. Donc ça, c'est un des effets du THC par rapport à l'appétit. Donc, on peut voir que le pot ne va pas venir seulement nous buzzer, mais va venir stimuler nos sens, qui va nous donner plus le goût de manger, puis ce qui va en fait venir stimuler également notre appétit dans notre cerveau. Mais encore aujourd'hui, on se questionne encore qu'est-ce que le cannabis, le THC, même le CBD ont comme effet sur tout notre cerveau. C'est pourquoi il y a beaucoup de chercheurs à travers la planète, notamment en Suède, en Allemagne et aux États-Unis, qui se posent la question: est-ce qu'il y a d'autres choses qui expliquent en fait la science derrière les fameux munchies? Donc, le deuxième rôle, en fait, que le cannabis peut avoir, c'est son rôle comme aliment dans la cuisine. Dans l'histoire, c'est tout récemment que l'on peut dire que le cannabis est utilisé comme aliment, même si on a quelques traces dans l'histoire. Une des premières traces, en fait, qu'on a, c'est que les différents peuples en Inde, il y a cela 300 ans avant Jésus-Christ, consommaient un breuvage à base de cannabis, qu'on appelait le bang. Et non, le bang, ce n'est pas l'effet que ça fait dans le cerveau de la personne, quoique peut-être. Le bang, c'était quoi? C'était une préparation considérée sacrée, susceptible d'éloigner les mauvais esprits, d'éloigner le mal. Donc, comment il était préparé, c'est que les bourgeons et les feuilles du cannabis étaient broyés au mortier en une genre de pâte verte. Puis, à cette pâte-là, on rajoutait du lait, du ghee, qui est en fait du beurre clarifié, et on y mettait plusieurs épices là-dedans. Tout ça était mélangé et on buvait ça chaud. Une autre trace qu'on a, en fait, c'est qu'en Chine, les disciples du chirurgien Wan Tao, en fait, Wan Tao, c'était dans les années 141 à 208 de notre ère, préconisaient en fait de mélanger du cannabis au vin pour optimiser en fait les propriétés anesthésiques du vin et également du cannabis. Ils appelaient ça le fameux Mafosam. Dans le fond, ce liquide-là a été utilisé pour soigner des maux d'articulation comme du rhumatisme,
pour les troubles de santé mentale ou comme calmant pour les patients qui souffraient de la maladie qu'on appelle la goutte. Une autre trace qu'on a, c'est qu'en Grèce antique, le médecin Galien, que je vous ai parlé au dernier podcast, donnait des formules alimentaires pour ses étudiants sur comment faire en fait une galette soporifique en base de cannabis afin que leurs patients puissent trouver le sommeil. Donc, il faisait une grosse boule, une belle petite galette, mangeait ça, puis ah ouais, on fait dodo. Il y en a aussi qui font ça aujourd'hui encore. Pas la galette, mais fumer un bat pour pouvoir se coucher. Une autre trace qu'on a, c'est que le savant italien du 15e siècle, Bartolomeo Platina, dans le fond qui était proche du pape Pie II, a produit un livre en 1474 mettant en vedette une recette de cannabis. Sa recette tenait à faire un genre de nectar de cannabis en mélangeant du cannabis écrasé dans de l'huile de nard. L'huile de nard, en fait, c'est quoi? C'est un genre d'huile qui est surtout utilisée, en fait, dans des parfums. Puis, en fait, c'est seulement à la fin du 19e siècle qu'on voit le statut du cannabis passer à celui de médicament à celui de confiserie. Ben oui, en 1860, la Ganjawala Hashish Candy Company va commercialiser des bonbons au sucre d'érable et au cannabis. Mais bon, ils vont fermer au début du 20e siècle, la compagnie étant à New York et l'État américain commençant son ban, en fait, sa censure, en fait, des produits à base de cannabis. Toutefois, en fait, on peut voir la première recette vraiment de nourriture contenant du cannabis apparaître en 1954 avec la recette du fudge au hashish de Alice B. Toklas. Alice B. Toklas, dans le fond, c'était une écrivaine, une femme de lettres américaine, qui était l'amie notamment d'Ernest Hemingway, de Pablo Picasso et d'Henri Matisse. Elle, en fait, elle mélangeait des épices, des noix, des dattes, du beurre, du sucre et du cannabis pour faire des petites bouchées crues. Un peu comme aujourd'hui avec les petites boules d'énergie là, qu'on se fait avant d'aller faire un trek. Donc elle faisait ça, elle servait ça à ses invités. Elle mettait également en garde que ces petites bouchées-là était assez forte, merci. Ironiquement, dans le fond, c'est cette recette-là plus tard qui va amener les fameux brownies aux potes. Puis dans le fond, les fameux brownies aux potes, on doit cela au film I Love You, Alice B. Toklas, où en fait le personnage principal va se cuisiner des brownies aux potes, les appelant des fudge au hashish, comme Alice B. Toklas avait donné comme nom à sa recette. Donc, mais dans le fond, c'était des vrais brownies comme on connaît, cependant, ce qui explique pourquoi le brownie est devenu immortalisé en tant que produit de boulangerie, c'est parce qu'on y mettait du cannabis. Mais ça a été associé quand même à tort à Alice B. Toklas parce que elle, sa recette était crue et les brownies aux potes décrits dans le film qu'on pouvait voir étaient en fait cuits. Donc, le film I Love You, Alice B. Toklas, c'est pas vraiment la vraie recette d'Alice B. Toklas, mais bon. Fait que maintenant, c'est rentré dans notre imaginaire, comme quoi ce serait elle qui aurait inventé cette recette-là de brownie au chocolat aux potes, même si c'est pas le cas. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut dire que la marijuana peut être incorporée sous forme cuite dans une large gamme de pâtisseries. En effet, il y a de nombreuses recettes de biscuits, de blondie, de suçon, de bar-tendre aux figues, de jujubes, de pastilles, ou même plein de sortes de gâteaux qui sont disponibles pour nous, soit sur Internet ou si on connaît quelqu'un qui est capable d'en cuisiner pour nous. Puis, de nos jours, les livres de recettes ou les sites Internet de cuisine parlant du cannabis vont se multiplier. Mais est-ce que l'avenir du cannabis en cuisine réside seulement dans les desserts? Non. Là, je vais vous parler des avancées du futur, en fait, des tendances culinaires avec le cannabis. Depuis la légalisation du cannabis au Canada, il y a plusieurs petites entreprises qui travaillent pour confectionner des produits comestibles à base de cannabis, comme des bonbons ou des boissons. C'est le cas de l'entreprise californienne Legion of Bloom qui a développé une eau pétillante infusée au cannabis. Fait qu'on s'entend que c'est du Perrier, mais qui va te faire un peu buzzer. Au Québec, en fait, il y a des petits artisans qui travaillent sur de nouveaux produits. Enrico Bouchard, qu'on a pu voir dans un reportage de Vice Québec, est en fait un homme d'affaires québécois de l'industrie du cannabis qui s'est récemment lancé dans la commercialisation d'alcool au pot. Son produit, en fait, qu'il essaie de développer, c'est un vin mousseux au terpène. Ce qu'on appelle un terp champagne, où il utilise en fait
extraits d'huile essentielle et de résine végétale de la plante du cannabis qui va venir infuser en fait dans un vin mousseux. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on ne trouve pas vraiment les effets psychoactifs, c'est-à-dire que ça ne va pas venir nécessairement nous faire buzzer, mais on va bien retrouver genre tous les aromates de la plante de cannabis. Mais c'est pas seulement les produits qui se multiplient, mais également comment on les consomme et le cuisine. De plus en plus de chefs commencent à cuisiner le cannabis dans leurs recettes. C'est le cas notamment du chef Travis Peterson de la Colombie-Britannique qui se promène de ville en ville pour cuisiner des repas gastronomiques au cannabis dans des événements privés. Donc on voit que ça apparaît de plus en plus une montée de l'expérience gastronomique, d'une cuisine autour du cannabis qui vient surtout des chefs privés et non de la restauration. Puis le pourquoi est quand même assez simple. Le cannabis est encore tabou au Canada et la législation, dans le fond, les lois sont pas existantes pour enfin qu'un restaurant qui sert des plats au cannabis. Donc, c'est pas demain que vous allez voir un mac poulet au pot chez McDonald's. Mais sans surprise, les aliments et boissons infusées au CBD vont poursuivre, selon moi, leur trajectoire ascendante dans les années à venir, alors que d'autres produits, dans le fond, vont être créés pour les consommateurs afin qu'ils puissent commencer à manger le pot. Finalement, on peut voir que le cannabis a un autre rôle, c'est soit d'être un modificateur de l'expérience à table. En effet, les effets du cannabis permettent en fait que durant les repas, il y a plusieurs sentiments dans le fond qu'on va avoir qui vont venir en fait modifier notre expérience à la table. Tout d'abord, on peut nommer le sentiment de bien-être, de calme et de détente que le cannabis avec le THC et le CBD va nous permettre d'avoir lors d'un repas. Ensuite, d'un côté plus social, dans le fond, les personnes fumant du cannabis, le mangeant, etc., vont avoir tendance à parler plus ou à avoir envie de rire, des fois spontanément, ou des fois c'est juste une blague va être encore plus drôle. Et finalement, dans le fond, un des effets qu'il va avoir durant les repas, c'est d'être l'impression d'être plus ouvert d'esprit, créatif et imaginatif, ce qui va vraiment venir contribuer en fait à l'expérience à table avec des convives. Ces effets-là sont donc des caractéristiques de plus en plus recherchées par des nouveaux initiés du cannabis, dans le fond ceux qui le découvrent pour la première fois. En plus des propriétés physiologiques et sensorielles du cannabis que je vous ai nommées un petit peu plus tôt, les gens désirent de plus en plus avoir des expériences autour de la table et le cannabis pour certains vient agrémenter la soirée comme le fait en fait un verre de vin ou un verre de scotch. Cette tendance-là est vraiment à la hausse, surtout sur la côte ouest américaine, en Californie, où l'on retrouve plus de soirées weed and eat, donc pot et bouffe. C'est notamment le cas des compagnies de mariage aux États-Unis qui offrent ce service dans des réceptions de nouveaux mariés. Donc, dans le fond, il y a de plus en plus d'entreprises en Californie qui offrent des services de bud tending. Et oui, vous avez bien compris, bud tending, soit un bar à cannabis, dérivé du mot bartending pour l'alcool. Ce service offre donc aux convives un sommelier du cannabis qui conseille les participants sur quelle forme, teneur en THC et CBD, les convives voudraient prendre leur cannabis et également selon les effets que les convives recherchent. S'ensuit par la suite un événement culinaire expérientiel en plusieurs services. Puis ce type de service-là s'offre pour des anniversaires, des événements corporatifs et autres. Fait intéressant, il y a même une entreprise d'Alberta qui offre maintenant une formation pour devenir budtender. Si jamais vous cherchiez un emploi, en fait, un changement de carrière, peut-être que cela va vous intéresser. Également, les gens recherchent aussi l'expérience de cuisiner avec la marijuana. C'est pourquoi il y a des jeunes entreprises et des chefs canadiens comme Herbal Chef qui offrent maintenant des ateliers culinaires à la carte pour que les gens s'éduquent sur les effets du cannabis dans la nourriture, des effets du cannabis dans leurs habitudes alimentaires, mais également connaître d'autres moyens de consommer du cannabis, et ce, en passant par la cuisine. Derrière ces expériences, on trouve une volonté des consommateurs de s'éduquer sur la question du cannabis. En effet, selon une récente étude, le segment des consommateurs de cannabis en Amérique du Nord qui connaîtrait la croissance la plus rapide est celui des baby boomers et des femmes. Bien que pour la plupart, pour la grande majorité, ce ne sont pas leur première utilisation, ceux-ci sont réintroduits au produit et désirent avoir une expérience positive avec le cannabis. Et peut-être que le fait de cuisiner le cannabis, pour eux, ils voient ça plus accessible, abordable pour eux. Et justement, ils ont moins peur, en fait, de l'utiliser. Pour eux, dans le fond, ça passe tout d'abord par leur propre éducation sur le sujet. C'est pourquoi on retrouve dans les ateliers culinaires plus de femmes et de baby boomers. Donc, on peut dire que même si le cannabis va venir faire des réactions psychoactives dans notre cerveau, c'est des choses, des propriétés en fait qui sont recherchées chez des gens qui veulent avoir une expérience culinaire hors du commun.
Comme mot de la fin, j'aimerais vous dire que je crois encore que la légalisation du cannabis est un débat de société. Cependant, notre gouvernement fédéral a décidé de le mettre en vente libre. Donc, je crois que de se boucher les oreilles sur la question, c'est pas nécessairement la solution, mais je crois que de bien s'informer nous permet de mieux prévenir. En effet, qu'on le veuille ou non, la consommation de cannabis n'est pas sans conséquences. Le cannabis peut créer des dépendances psychologiques et selon des professeurs de l'Université de Sherbrooke, peut également causer des dépendances physiques légères. Donc, je crois que instruire la population sur les dérives ou les risques du cannabis nous permet de mieux nous protéger, de protéger notre entourage et de trouver nos limites si on en consomme. Si jamais vous désirez expérimenter le cannabis en cuisine, faites-le chez vous, avec des gens que vous appréciez, du monde de fun, et qui connaissent bien les effets du cannabis sur leur corps et également les effets du cannabis en général. Parce qu'aucune des personnes à votre table n'aura la même réaction face à vos plats et c'est important que vous le sachiez. En bref, informez-vous, faites attention à votre corps et restez surtout prudent. Car à partir de la fin de ce podcast-là, vous êtes les seuls responsables de vos actes avec le cannabis en cuisine. Donc, je finirai sur les mots de mon fameux chef Jean Soulard. Avec le cannabis, soyons curieux, mais restons sérieux. Ciao, ciao!